Bonsoir et bienvenue dans cette troisième et dernière soirée de la rentrée des speakers. Bonsoir Sébastien. Salut, ça va Ça bien? y est, on arrive à la troisième journée. Ouais, déjà, c'est fou, hein? Bah ouais. Et Mm. Philippe, tu es là quelque part? Tu nous rejoins? Et François? Philippe. Ah, il est là. Et voilà. François, tu te caches quelque part toi aussi? Ah oui, je savais que j'ai oublié de me coiffer ce matin. Ah mince, c'est bien la webcam pour ça. Donc, troisième et dernière soirée, 3 talks encore. Ouais. Pour l'instant, ça va? Et Ouais. aujourd'hui, en plus, les 3 talks sont des sujets très différents. D'abord, il y a Fanny et Julie qui vont nous parler de comment faire des apps pour un public avec des besoins très différents de ce qu'on est habitué. Ensuite, Tug va pousser les limites de ce qu'on peut faire avec Redis. Et pour finir, il y a Didier qui va nous parler d'un truc trop compliqué. Je te laisse expliquer ça, Sébastien. Moi... Ça va être compliqué. Ça me semble la meilleure description. En tout cas, les amis, on est super content de vous voir ici. Et on ne va pas grignoter plus de temps pour Fanny et Julie. Simplement vous rappeler qu'après les talks, pendant les talks, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&A là-bas à droite et répondront à la fin des talks. Et après, jusqu'à les talks suivantes, on aura les discussions dans les petites tables de Remo. Et sans plus d'attente, Julie, Fanny, vous pouvez venir sur scène, s'il vous plaît? Coucou! Coucou! Bon, bienvenue. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et je crois que c'est le moment où nous on s'éclipse. À tout à l'heure. Ciao. C'est parti, Julie? C'est parti. Donc, bonjour à tous, moi c'est Fanny Demey, je suis développeuse mobile chez Smart Macadam. Et bonjour, moi je suis Julie Goliot, je suis chercheuse et chargée de recherche pour Smart Macadam. Donc aujourd'hui, nous souhaitions vous parler de la possibilité d'utiliser le potentiel que nous offre la technologie pour réellement être utile aux personnes qui les utilisent à travers l'exemple de la préservation de l'autonomie pour les personnes âgées dépendantes. Et en tant que développeuse, développer pour des personnes âgées, c'est pas commun, c'était pas commun pour moi. Avant, j'avais plutôt l'habitude de considérer que les choses étaient assez claires, intuitives, et à considérer que l'utilisateur était parfait. En fait, on est tellement dans la technologie, on est complètement biaisé et on se trompe totalement sur le profil de nos utilisateurs, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient âgés d'ailleurs. Et non, nos utilisateurs ne sont pas parfaits. Comme l'illustre un peu cette image, nos utilisateurs n'ont pas une mémoire d'éléphant, la vision d'un aigle, les capacités de navigation d'une chauve-souris. Bref, vous avez compris, en tant que, il est vraiment grand temps de développer quelque chose qui est utile, utilisé et utilisable pour tous. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un cas que nous pourrions qualifier d'extrême, mais qui en fait concerne plus de 3 millions de personnes en France. Donc extrême, mais très loin d'être anecdotique. En effet, chez Smart Macadam, nous travaillons sur un dispositif qui a pour but d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de leurs aidants. Et si la technologie, pour une fois, pouvait vraiment les aider au quotidien et leur changer la vie? Il est très difficile de concevoir une application pour des utilisateurs que nous avons des difficultés à caractériser. Comment sont-ils? Comment réfléchissent-ils? Que comprennent-ils? Que sont-ils en capacité de faire? Et donc, pour nous faciliter la tâche, nous vous proposons de suivre ce soir le quotidien de 2 utilisateurs bien particuliers, Monique et Robert. Et à travers eux, nous vous partagerons nos ambitions, nos hypothèses de recherche et de conception. Super. Tu nous parles un petit peu de Monique et Robert, du coup, Julie? Tout à fait. Donc, Monique, c'est une septuagénaire qui est très, très dynamique. Elle a eu un diagnostic d'Alzheimer qui a été posé il y a 3 ans. Elle accepte très mal sa perte d'autonomie et elle aime jardiner et jouer aux cartes. Son mari, Robert, est donc son aidant principal, c'est-à-dire la personne qui va l'aider de manière plus privilégiée. Il a 75 ans, il est très posé et son objectif aujourd'hui, c'est de rendre vraiment sa femme la plus heureuse possible. Lui, il aime plutôt la cuisine et le bricolage. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur Monique et Robert, Julie, mon petit doigt me dit que tu as une petite histoire à nous raconter. Oui, j'ai une super histoire qui, j'espère, vous intéressera. Donc, nous partons dans une journée aux côtés de ce super couple.
Le soleil filtre doucement à travers les rideaux. Robert profite de ces quelques instants de calme et écoute la respiration de Monique, sa femme, profondément endormie. La nuit n'avait pas été de tout repos. Monique, en pleine forme, avait veillé tard et s'était réveillée au milieu de la nuit, en proie à une crise d'angoisse. Pleurs, affolement, incompréhension. Robert avait dû mettre sa patience à rude épreuve pour rassurer son épouse de sa voix calme, et le profond amour se lisant dans ses yeux avait finalement eu raison de toute cette terreur que le noir faisait surgir. Progressivement, Monique s'éveille. En pleine forme, bien sûr. Elle saute du lit et lance son claironnant « café » habituel avant de se diriger vers la cuisine. Robert la suit. Il essaye de lui laisser un maximum d'autonomie. Chaque geste est important pour sa femme, pour sa confiance en elle-même, pour son estime d'elle-même, pour le maintien de son identité qui se délite inexorablement jour après jour. Souvent, il la regarde faire ce dont elle a envie, l'encourageant tout en se tenant prêt à lui venir en aide, le plus subtilement possible, pour ne pas lui jeter ses difficultés en pleine figure. Et en parlant de difficultés, le café en est une de taille. Manipuler cette vieille cafetière n'est en effet pas simple du tout. Mais Monique y tient. Elle fait le meilleur café que je connaisse, alors hors de question d'en changer pour une plus simple. Il y a quelques semaines, Robert arrivait dans la cuisine et découvrait sa femme les larmes aux yeux, les poings sur les hanches, plantée devant sa machine à café, incapable de se souvenir de la marche à suivre. Aujourd'hui, il passe la tête dans l'embrasure de la porte pour se faire immédiatement rabrouer. « Attends, c'est pas prêt, va chercher ton journal !» Penchée sur son smartphone récemment acquis, elle suit avec attention le mémo que leur fille a réalisé une dizaine de jours avant et reprenant les étapes nécessaires à l'obtention du précieux café. Quelques minutes plus tard, Monique arrive dans la salle à manger avec un plateau contenant 2 tasses dégageant des arômes prometteurs. Un large sourire se lit sur son visage. Du coup, on arrive à la première fonctionnalité de l'application Mementop que nous avons. Il s'agit du mémo qui va soutenir Monique pour qu'elle puisse continuer à faire son merveilleux café en autonomie. Et pas seulement. Comment marche la machine à laver, quel est le code pour faire ses achats. Toute procédure peut être détaillée ici pour permettre à l'utilisateur de faire un maximum de choses en autonomie. Regardons plus concrètement comment se matérialise le mémo dans l'application. Alors tout d'abord, nous avons un écran étape par étape avec des instructions où il est possible de lire, où Monique peut lire les différentes étapes qu'elle doit réaliser pour faire son merveilleux café. Sur certaines étapes, Monique peut indiquer si elle a fait ou si elle n'a pas encore fait cette action. Ça peut paraître futile, mais ça constitue un repère très important pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Lorsque Monique passe à une autre étape, il y a parfois une image qui peut l'aider à se repérer. Ici, par exemple, Robert a pris en photo la cafetière démontée pour que Monique puisse se rendre compte des différentes pièces de la cafetière. Faire une application pour Monique et Robert sans jeter un œil au principe d'accessibilité serait une grave erreur de notre part. Du coup, tout au long de cette présentation, je vous propose d'analyser l'application sous cet angle. Au premier coup d'œil sur cet écran, on voit tout de suite que le contraste a l'air plutôt bon. En effet, le contraste ratio est évalué à 18,2, ce qui est bien supérieur aux exigences d'accessibilité. Notre designeuse utilise par exemple contrasteratio.com comme outil pour obtenir ce score. Ici, je vous ai mis une capture de color.review où on voit les différentes lignes qui correspondent aux différents grades d'accessibilité acceptés par la WCAG. Revenons donc aux couleurs. Pourquoi il est important pour nos utilisateurs d'avoir une application qui est perceptible et avec des contrastes forts? On pense souvent aux daltoniens, mais il y a également les personnes malvoyantes. Et en fait, c'est environ 4% de la population qui a des problèmes pour distinguer les couleurs. Dans notre cas, nos utilisateurs sont majoritairement âgés, donc il est très important pour nous d'y faire attention. D'ailleurs, je vous parlais des contrastes et de la WCAG. En fait, la WCAG, c'est un ensemble de règles d'accessibilité qui existent pour le web, mais qui sont également transposables pour le mobile et même sur d'autres supports, comme on vous le montrera tout à l'heure. Dans le cas du contraste, cela correspond au principe numéro 1 sur la perceptibilité, indiquant qu'un élément d'interface doit être distinguable, c'est-à-dire que l'on doit faciliter sa perception visuelle en séparant le premier et le second plan. Quand on va un petit peu plus loin, du coup, dans les principes de la WCAG, on découvre également le principe de minimiser, la règle de minimiser les distractions. Ici, c'est assez clair. Je pense qu'il n'y a pas énormément de distractions sur cet écran, donc je pense qu'on a réussi ce challenge.
Continuons un peu plus. On découvre également dans la WCAG qu'il y a une règle qui consiste à dire de proposer des équivalents textuels à tous nos contenus non textuels. Lors de la première lecture de cette règle, cela nous fait d'abord penser aux personnes malvoyantes qui auraient besoin d'un texte alternatif via des outils d'assistance pour comprendre précisément le contenu de cette image. Nous, on a décidé d'ajouter une description à cette image. Et finalement, en ajoutant la description et en la rendant obligatoire à la saisie, on a réalisé que la description ici forme une légende qui permet d'ajouter du sens à la photo. Car parfois, ce qui peut paraître évident pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre, et même pour soi-même. Par exemple, moi, ça m'arrive tout le temps, je prends des notes et je suis incapable de comprendre ce que je voulais dire dans mes notes. En appliquant ce constat à l'ensemble de l'application, c'est-à-dire dès qu'il y a une image ou un picto, on ajoute une légende, on apporte du sens explicite au contenu et on diminue ainsi la charge mentale qui est nécessaire pour déduire le sens qui est présenté. Nous verrons tout au long de ce talk que lors de la conception de cette application, chaque réflexion que nous avons eue concernant des cas spécifiques liés à l'accessibilité nous ont amené en fait à des réflexions plus globales sur l'expérience. Et au final, on a amélioré l'utilisabilité de l'application pour tous. Merci beaucoup, Monique. Reprenons donc le cours de la journée. Après le petit déjeuner, Monique commence à errer dans la maison sans trop savoir que faire. Robert la tire sur le canapé où il s'assoit à côté d'elle avant de lui tendre son Memento, la gazette de la semaine. Et si nous découvrions notre journée? Rien d'écrit pour le matin, mais pour l'après-midi, une partie de Scrabble est prévue en ville avec un groupe de patients et d'aidants rencontrés à France Alzheimer. Peu portée sur cette deuxième partie de la journée qui lui semble encore loin, Monique préfère découvrir une photo de son petit-fils en train de faire du kayak. Comme à présent Léo sait nager, il découvre les sports nautiques dans les magnifiques eaux de Corse. Le couple sourit, fier de leur petit-fils qu'ils ne voient pas souvent. Des photos pour maintenir le lien, c'est mieux que rien. Ils se sentent ainsi plus proches et voient grandir l'enfant. À côté de la photo, ils découvrent un texte sur Lino Ventura. Monique se souvient avec émotion du premier film de lui qu'elle a vu et est heureuse d'en apprendre plus sur lui. La semaine passée, elle avait été moins réceptive sur les premiers pas de l'homme sur la Lune. Comme elle l'avait déclaré à son mari, pourquoi dépenser tant d'argent et prendre tant de risques pour aller aussi loin alors qu'on ne s'occupe déjà pas bien de notre planète? Elle lit avec plaisir le court texte proposé à son mari et ils échangent à propos de ce qu'ils viennent d'apprendre. Grâce au site internet, Monique en découvre même bien plus pendant que Robert vaque à ses occupations. Nous avons donc ici, à travers ce petit texte, eu un aperçu de plusieurs caractéristiques de la Gazette Memento que nous proposons également. Donc, d'une part, nous avons des repères calendaires, notamment à travers un agenda imprimé qui permet d'avoir les repères principaux qui sont prévus pour le couple dans la journée. Ce produit presse permet également de maintenir un lien social parce qu'il présente des photos qui sont envoyées par les aidants et que l'aidé va découvrir avec surprise et plaisir, nous l'espérons, tout au long de la semaine. Nous avons également un tableau magnétique qui permet d'épingler ces photos-là, une fois qu'elles sont extraites de la Gazette. Un arbre généalogique intelligent avec des petites cartes pour chacun des proches. Et on peut jouer avec cette petite carte pour reconstruire justement un arbre généalogique ou encore avec une reconnaissance de visage pour avoir directement accès au contenu spécifique à cette personne-là sur l'application. Enfin, elles peuvent évoquer leurs souvenirs avec leurs proches. Et dernière fonction, la stimulation cognitive, puisqu'à travers la Gazette, nous proposons des activités ludiques, des jeux de lettres, de chiffres, d'attention visuelle, des activités physiques ou du yoga, des activités créatives, et enfin des thèmes qui favorisent la réminiscence. Du coup, je vous parlais tout à l'heure des règles d'accessibilité, notamment de la WCAG, et que nous avions appliqué ces principes sur le support mobile, mais également ici dans la Gazette papier. Regardons du coup plus particulièrement les bonnes pratiques liées au texte et aux paragraphes. Les bonnes pratiques qui sont indiquées dans la WCAG concernent les espacements entre les lignes. Et ils disent en particulier qu'il faut environ 1,5 fois la taille de la police d'écriture dans l'espacement. Pareil entre les paragraphes, 2 fois la taille de la police. Les espacements entre les lettres, 0,12 fois la taille de la police. Et les espacements entre les mots, 0,16 fois. Je vais vous faire une petite confession. Moi, avant de travailler chez Smart Macadam, j'ai toujours cru que ces préconisations concernant la hauteur des lignes des designers et designeuses avec lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours cru que c'était plutôt un caprice, une fantaisie. En fait, non. En explorant les règles d'accessibilité, j'ai enfin compris
et découvert que ces règles facilitent notamment la vie aux personnes qui ont des troubles cognitifs et qui vont par exemple avoir du mal à suivre le fil d'une ligne, d'un paragraphe, comme le montre cette animation. Et donc ici, il s'agit de règles liées spécifiquement à l'accessibilité cognitive. Julie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Nous avons découvert dans la précédente situation qu'il existe un certain nombre de guidelines pour l'accessibilité, alors continue à nous y intéresser. Si on regarde ce qu'est l'accessibilité cognitive dans cette situation précise de Monique, qui lit sa gazette Memento. Donc, on a effectivement la maladie d'Alzheimer, mais de nombreuses autres personnes sont concernées. On peut avoir des personnes avec des troubles mentaux, qu'elles soient dépressives, schizophrènes, etc. Il peut y avoir des addictions temporaires avec l'alcool, la drogue, ou encore des difficultés permanentes comme la maladie d'Alzheimer, mais aussi un trouble du spectre de l'autisme, de la dyslexie, de l'âge qui avance ou des troubles de l'hyperactivité. Les difficultés de cette personne-là, sont qu'elles vont avoir beaucoup plus de mal qu'une personne, entre guillemets, neurotypique, à comprendre quelque chose qui leur est présenté, à terminer une tâche, à se repérer sur une vie ou dans un environnement et à être attentif. Du coup, on a continué à creuser un peu les guidelines qui sont liées à l'accessibilité cognitive. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il est important de porter l'attention de l'utilisateur sur le contenu, le contenu essentiel, comme on l'a vu un peu tout à l'heure dans la WCAG. Également, minimiser les distractions. Et enfin, découper les processus en étapes logiques et essentielles en indiquant leur progression, surtout quand on se retrouve dans un tunnel avec un enchaînement d'étapes. Là, on le voit bien dans le mémo et je pense qu'on a réussi à respecter ces principes. Autre principe lié à l'accessibilité cognitive, structurer l'application et la navigation de manière consistante. Cela permet pour soutenir cet effort et s'assurer la consistance des écrans et que l'application soit homogène. Donc, pour cela, nous, on a mis en place un design system et pour s'assurer que nous respectons les normes. Dans ce design system, nous avons normalisé la navigation, les espacements, les couleurs et les fontes. Que ça soit homogène également dans l'application, mais pas uniquement dans Figma où on a notre design system. Dans le code, on a également, pour chacun des éléments du design system, des composants réutilisables et des variables réutilisables. Là, vous voyez par exemple dans Figma les différentes polices de l'application qui ont un sens associé et qui ont toujours la même taille, les mêmes espacements, le même style. Autre bonne pratique liée à l'accessibilité cognitive, faciliter l'authentification. Du coup, dans notre cas, pour l'instant, on travaille essentiellement sur l'application iOS et on utilise un seul moyen pour s'identifier via l'Apple ID. Si on résume les différentes bonnes pratiques sur l'accessibilité, elles sont toutes listées ici et elles paraissent étrangement assez simples et correspondent plutôt à des règles du UX. En fait, en prenant en compte ces règles d'accessibilité cognitive, qui pour rappel s'adressent à des personnes qui ont des troubles variés, et finalement beaucoup de monde, on s'est rendu compte qu'on améliorait l'application pour tout le monde, encore une fois. Reprenons donc le fil de l'histoire. Se souvenant du repas des anciens combattants prévu la semaine suivante, Robert décide de le rentrer dans l'agenda d'activité afin qu'il soit bien pris en compte à temps pour l'édition suivante de la Gazette. Monique préfère regarder le papier, même si l'application l'aide au quotidien. Alors, on peut se demander pourquoi mettre un agenda dans l'application. En fait, les personnes avec un Alzheimer, elles vivent dans l'instant présent. Pour elles, il y a un maintenant. Éventuellement, il y a un hier et un demain. Mais il y a surtout, en fait, un avant et un après. Pour cela, nous avons prévu une vue today qui va récapituler les principaux repères de la journée. L'agenda est donc spécialement conçu par rapport aux repères temporels de Monique. L'objectif est également de décharger Robert les dents qui peut y saisir les événements de la journée. Grâce à cela, nous essayons de permettre à Monique de gagner en autonomie, de se rassurer et de se focaliser sur l'instant présent. Donc très concrètement, avec l'agenda, Monique ou Robert peuvent afficher les détails d'un événement ou comme ici, en créer un nouveau. Donc ici, on crée un nouvel événement. Il y a un workflow à suivre. Étape par étape, l'utilisateur va donc ajouter un titre, une date, puis d'autres informations complémentaires s'il le souhaite.
Il peut ainsi rentrer le lieu, s'il désire que la personne soit accompagnée, s'il y a des choses à prévoir, etc. Et tout cela se passe dans le drawer, le menu déroulant que vous pouvez voir en bas de l'écran. Lorsque nous avons conçu cette partie de l'agenda, nous avons pris particulièrement conscience d'un aspect crucial en termes d'accessibilité et d'UX, c'est l'importance de la contextualisation. Imaginez-vous devoir expliquer ce qui se passe sur cet écran à une personne aveugle sans ajouter au contexte. Bon, Fanny, tu te prêtes au jeu ? Du coup, si j'essaye de décrire cet écran avec uniquement les informations qui sont sur l'écran, je dirais qu'il y a une sorte de carte au centre avec des informations comme thé avec Janine ou restaurant l'auberge. En haut, il y a un bouton abandonner, mais abandonner quoi? Ajouter quoi? En fait, si je voyais simplement cet écran sans savoir ce qu'on est en train de faire, je n'arriverais pas à deviner le sens de cet écran. Tout à fait. Un autre cas de figure. Imaginez, vous êtes en train de créer un événement. Donc, vous êtes au milieu du workflow de création lorsque soudain, vous recevez un appel important. Forcément, vous le prenez. Et après plusieurs dizaines de minutes d'appel, vous raccrochez, vous revenez donc sur cet écran-là. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je faisais? Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. C'est très compliqué. Du coup, en partant de ce principe de contextualiser les écrans, on a rajouté un petit bouton, on a modifié le label du bouton en haut à droite. Vous voyez, c'est devenu « Ajouter au calendrier », c'est beaucoup plus clair. Et puis, on a surtout mis un bandeau « Vous êtes en train de créer un événement ». Il n'y a plus de confusion possible. Notre cerveau n'a pas besoin de devoir analyser le contexte global de l'écran pour en tirer une conclusion sur la situation. Et en contextualisant, en plus, on rend l'application accessible pour des personnes qui sont potentiellement aveugles et qui, donc, du coup, se retrouvent dans la situation qu'on a illustrée tout à l'heure avec Julie. Continuons à réfléchir comment rendre notre application accessible pour les personnes malvoyantes et aveugles. Cela correspond en particulier au principe numéro 2 de la WCAG. Les composants de l'interface de l'utilisateur doivent être utilisables et la navigation également. Donc, je vous propose de regarder comment utiliser les assistants de type Talkback sur Android ou VoiceOver. En tant que développeur, je trouve qu'il est important de prendre 10 minutes pour bien comprendre comment ils sont utilisés. Et c'est très simple, vous avez tous un téléphone, vous le prenez et on active VoiceOver. Regardons. Je vais vous expliquer les différents gestes qu'il existe. Un utilisateur peut sélectionner un élément en tapant dessus une seule fois et obtenir oralement des informations sur cet élément. C'est un geste qu'une personne, en général malvoyante, va utiliser pour avoir du contenu ou avoir plus d'informations pour distinguer les éléments. Pour ensuite activer un élément, par exemple si c'est un bouton ou un champ de texte, il faut taper 2 fois à n'importe quel endroit de l'écran, à partir du moment où l'élément est sélectionné. Pour passer à un élément voisin, il faut balayer l'écran vers la gauche et vers la droite. Il y a également une autre fonction, notamment sur iOS et avec VoiceOver, qui est activable via le rotor. Le rotor permet de définir le geste haut et bas. Via le rotor, vous allez du coup pouvoir définir si le geste haut et bas vous permet de lire un texte lettre par lettre, augmenter le débit de lecture. D'ailleurs, tout le monde sera souvent assez surpris. Les personnes non-voyantes utilisent VoiceOver à une vitesse très impressionnante. Je continue sur les fonctionnalités du rotor. La personne peut également configurer le geste haut et bas pour passer d'un en-tête à un autre ou d'un conteneur à un autre. Tout à l'heure, je vous disais du coup que quand un élément est sélectionné, VoiceOver ou Talkback va donner des informations sur cet élément. À chaque fois, il va donner 4 informations maximum. Le label, la valeur, qui correspond, si par exemple c'est un champ texte, le contenu du champ texte, le trait, par exemple s'il s'agit d'un bouton, s'il s'agit d'un texte statique, d'une en-tête, ou alors d'un élément de type ajustable. Un ajustable, en fait, c'est comme un slider ou un carrousel. Et d'ailleurs, c'est le seul élément, quand il est sélectionné, qui est actionnable également via le geste haut et bas qui permet de faire passer le contenu du slider ou du carrousel d'un élément à un autre. Et enfin, le hint, qui est une sorte d'indice qui est prononcé à la fin et qui est également facultatif. Un utilisateur qui est habitué à utiliser votre application n'ira pas jusqu'au hint. En fait, en rappuyant au moment de la lecture, ça coupe la lecture de tous ces messages-là. Donc, le hint, c'est souvent pour donner quelques indications, mais ne mettez pas à cet endroit-là le sens de votre élément. Je vous propose une petite démo. J'espère que le son fonctionnera bien. Je me suis filmée en train d'utiliser certains de ces gestes. 15h56. Tableau de bord. Bouton.
Sélecteur de jour. Aujourd'hui. Ajustable. Balayer l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster. Demain. Aujourd'hui. Hier. Mercredi 12 août. En tête. Créer un nouvel événement. Bouton. Quitter. Bouton. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. En tout cas, je vous invite vraiment à tester VoiceOver. Du coup, on a essayé l'application avec VoiceOver et on a eu pas mal de surprises. Tout d'abord, en arrivant sur cet écran, VoiceOver nous a dit « Back, agenda, détail, image ». Et oui, Oula, petit bug. Pardon, je reviens en arrière. Donc, il s'agit du background qui est complètement décoratif et qui n'a aucun sens ici pour la personne qui est aveugle et qui est en train d'utiliser l'application. Un petit peu plus loin, VoiceOver a dit Event, description, image, description, texte statique, Take credit card and flowers, texte statique. Là encore, c'est très redondant et c'est assez lourd pour avoir finalement une seule information qui est la description, c'est prends ta carte bleue et les fleurs. Du coup, on va corriger ces deux problèmes et c'est le seul endroit où vous allez voir du code dans cette présentation parce que en réalité, appliquer de l'accessibilité dans le code, c'est assez simple. Donc ici, on a notre image. En fait, back agenda détail correspond tout simplement au nom de notre image, au nom du fichier image. Et on va venir dire accessibility, rajouter un modifier, accessibility hidden true. Donc là, c'est du SwiftUI pour les personnes qui font de l'iOS, qui correspond du coup au principe de la webcam, masquer les éléments décoratifs. On parle bien des éléments décoratifs, quand quelque chose est juste là pour décorer, pour faire beau et qui n'apporte aucun sens et qui n'a aucun intérêt, entre guillemets, à part l'esthétique. On va aller sur notre deuxième problème et là, on va essayer du coup de regrouper l'élément. Et ce qui serait bien, c'est que, par exemple, VoiceOver dise description, take credit card and flowers. Du coup, au départ, on avait ce composant avec l'image et puis une stack horizontale avec le texte description et le texte take credit card. On va simplement rajouter ces deux lignes de code pour lui dire, en fait, regroupe tous ces contenus et puis retire le trait que tu concaténerais en ajoutant tous ces contenus ensemble, tu retires le trait image, parce qu'ici, l'information intéressante, c'est pas de dire qu'il y a un picto, mais c'est simplement de dire description, take credit card. Finalement, avec VoiceOver, on a appris, on en a tiré différentes bonnes pratiques pour pouvoir se mettre à la place des utilisateurs aveugles et pouvoir leur proposer une expérience qui soit meilleure. Je viens de vous montrer regrouper les informations qui sont en relation, masquer les éléments qui sont décoratifs. On a vu tout à l'heure associer un texte alternatif quand vous avez une image, bien remplir les 4 propriétés, au moins celles qui ont du sens, et s'assurer du bon sens, du bon ordre de lecture des éléments. Je vais vous donner un exemple sur iOS. Si vous empilez des éléments avec une Z-stack, eh bien, à la lecture via VoiceOver, VoiceOver ne va pas forcément lire les éléments comme vous les voyez de haut en bas. Il va venir lire les éléments en dépilant la stack sur l'axe Z. Et donc, du coup, ce n'est pas toujours évident dans ce sens-là. Et c'est pareil, ça prend quelques lignes de code de venir dire, en fait, le premier élément à lire, c'est celui-là, puis le deuxième, etc. Je vous invite vraiment à tester VoiceOver ou TalkBack. Et si vous ne voulez pas finir comme moi à rechercher sur Google comment on désactive VoiceOver sur son téléphone, comment on désactive TalkBack parce que vous n'arrivez pas à utiliser les différents gestes, vous verrez sur iPhone et sur Android, il y a des raccourcis que vous pouvez activer. Oui. Non, c'est toi, Julie, pardon. Donc, il y a des raccourcis que vous pouvez activer facilement. Donc, par exemple, moi, sur l'iPhone 8 que j'ai activé un raccourci et en tapant 3 fois sur le bouton Home, je peux activer et désactiver VoiceOver. Ainsi, je navigue dans l'application, sur l'iPhone comme j'en ai l'habitude. Et puis, je désactive VoiceOver. J'active VoiceOver quand je veux tester une partie de l'application et je désactive quand j'en ai plus besoin. Pareil sur Android, il y a exactement la même chose. D'accord, Fanny. Mais du coup, si la personne n'est pas aveugle, bien que sa malvoyance la gêne beaucoup, elle va plutôt zoomer. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Effectivement, quand on a testé dans l'application
de zoomer, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas terrible. Et en fait, le cas le plus commun, c'est plutôt d'avoir des personnes qui sont malvoyantes, mais qui du coup utilisent l'application avec un niveau de zoom plus ou moins fort. Du coup, pour pouvoir tester l'application sans avoir à chaque fois à aller dans les réglages de notre téléphone, il y a un truc qui est très bien sur Xcode. Il n'y a pas grand-chose qui est bien sur Xcode, mais ça, c'est pas mal. C'est l'Accessibility Inspector. Du coup, en démarrant l'Accessibility Inspector, vous pouvez facilement, vous le voyez ici, avec le slider ici, changer le niveau de réglage de la font size dans les réglages d'accessibilité. Et quand on a réglé l'accessibilité, la font size aux 3/4, l'écran que je vous montrais tout à l'heure, c'est devenu ça. Donc, le drawer, ici, vous voyez, tout est empilé. C'est pas très clair, c'est pas très lisible. Et ça nous a pris finalement quelques lignes de code de venir adapter et de venir dire, en fait, quand le réglage d'accessibilité, il est au-dessus de 3/4, eh bien, affiche-moi le drawer de cette manière. Allez, assez parlé de VoiceOver, Julie, je te rends la main, on reprend l'histoire. C'est parti. Donc, Monique ayant fini d'explorer la vie de Lino Ventura et cherchant quelque chose à faire, Robert lui rappelle la venue de 3 de leurs petits-enfants qui est prévue le lendemain. Le visage rayonnant devant cet événement hebdomadaire, Monique déclare vouloir préparer le goûter, comme d'habitude. Robert propose de préparer de la brioche perdue. Sa femme étant d'accord, il sort alors la gazette de la semaine précédente dans laquelle la recette est décrite de façon adaptée. Par contre, il va falloir calculer les bonnes quantités. Elle est prévue pour 8 et nous ne serons que 5. Monique examine un instant la recette puis s'écarte et sourit. « Bah, penses-tu, ils vont dévorer, rien ne restera. » Robert acquiesce en songeant que si Monique en a envie d'ici le lendemain, il serait tout de même bon de revenir sur l'exercice pour éviter de manger la même chose pendant des jours. Donc ici, on a vu finalement que les patients avec un Alzheimer ont des ressources cognitives qui sont limitées. Alors, imaginez que quand vous vous levez, en fait, c'est comme si on vous donnait un certain nombre de jetons. Et chaque action que vous allez faire va vous coûter un certain nombre de jetons. C'est vrai pour nous, c'est encore plus vrai avec cette population qui est ainsi très fatigable et qui va donc avoir des difficultés à maintenir son attention pendant une longue période. De plus, la manipulation de chiffres devient difficile assez vite. Les lettres restent par contre manipulables plus longtemps dans la plupart des cas. Si nous reprenons l'histoire, Robert prépare donc ensuite le repas. Comme Monique lui disait toujours « Moi je fais à manger, toi tu cuisines », depuis qu'il est à la retraite et qu'il a plus de temps, il prend plaisir à lui concocter des plats qu'elle aime afin qu'elle mange avec plaisir. Les médecins l'ont mise en garde. La dénutrition est très vite arrivée. Pendant ce temps, Monique s'occupe sur son smartphone en jouant. Elle sollicite de temps en temps son mari pour qu'il l'aide à trouver un mot sur lequel elle bute, pour se vanter du nombre de mots qu'elle a trouvés, pour lui montrer une photo d'un proche ou encore pour décrire précisément un chant d'oiseau qu'elle vient de découvrir. Donc l'objectif de toutes ces fonctionnalités, c'est de favoriser le maintien du lien social en facilitant les interactions entre l'aidé et son entourage, mais également de préserver l'estime de soi en valorisant les actions et en évitant un maximum de mettre le patient en situation d'échec. Tout ceci permet de préserver autant que possible l'identité personnelle de l'aidé. Il n'est pas qu'un patient, mais avant tout, c'est une personne qui vit, qui aime, qui ressent au centuple tout ce qui lui arrive. Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous disions sur la charge cognitive ? Il nous faut faire très attention à la manière dont nous allons présenter les informations qui sont relatives au jeu pour que les personnes puissent percevoir tous les éléments dont elles ont besoin pour véritablement y jouer, sans se cantonner à essayer de les comprendre ou encore à succomber à de multiples tentations. Du coup, dans l'application, on a également conçu un jeu. Et tout à l'heure, on parlait d'accessibilité cognitive. Et pareil, Julie, tu nous parles d'éviter les distractions pour essayer de maintenir au maximum son quota de jetons de charge cognitive. Et initialement, cet écran, en fait, on avait prévu un petit GIF animé comme ça, plutôt sympathique. En fait, c'est plutôt une mauvaise pratique, tout ce qui est GIF ou contenu vidéo ou audio qui démarre tout seul et où l'utilisateur n'a pas la main pour mettre en pause ou réécouter ou ralentir. Du coup, en appliquant ce principe d'éviter les distractions, on a simplement remplacé par une image et c'est tout aussi explicite. Donc, après le déjeuner, Monique vérifie sur son agenda qu'elle a tout ce qu'il lui faut et elle et son mari se rendent au rendez-vous fixé avec d'autres familles rencontrées grâce aux ateliers organisés par France Alzheimer.
Robert conduit, sa femme commençant à avoir des pertes de mémoire et des difficultés attentionnelles qui peuvent la mettre en danger. Heureusement, elle n'a jamais trop aimé conduire, aussi cela ne lui pèse pas du tout. Mais pour certains de leurs amis, cela a été bien plus difficile, la voiture étant signe de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Arrivés sur place, leur après-midi Scrabble est une bonne activité pour permettre du lien social, des échanges entre les patients, un soutien entre les aidants et de la stimulation cognitive, tout en procurant un bon bol d'air pour tout le monde. Monique est enchantée. Aujourd'hui, elle a battu Paul et pour le goûter, ils ont dégusté un millefeuille dans un salon de thé proche, sa pâtisserie préférée. Nous voyons donc ici que la perte d'autonomie est très difficile à accepter pour les proches et pour l'aider. Il est donc important de dédramatiser les situations et de soutenir à la fois l'aider et à la fois l'aidant. Il faut également prendre garde pour éviter le sentiment d'infantilisation, puisque, ok, ce sont des personnes qui ont des difficultés attentionnelles, ce sont des personnes qui ne vont pas réagir, entre guillemets, normalement, et pour autant, ce sont des adultes. On ne peut pas les considérer comme des enfants et leur mâcher les choses. Elles ont besoin de se sentir importantes et capables de faire plein de choses. Il faut également prendre garde aux environnements qui sont bruyants. Donc, on revient encore une fois sur la charge cognitive. Si un environnement est chargé en son, comme dans une pièce bruyante avec de multiples conversations, ou encore en information avec un écran qui est très chargé, il est très difficile de se concentrer sur une seule information ou sur une personne en particulier. Il faut donc éviter ces situations autant que possible. Memontop, notre application, peut donc également être une zone tampon qui va médier les interactions entre les aidants et les aidés, comme nous allons le voir à présent. Donc, à leur retour à la maison, Monique est fatiguée et a du mal à mettre de l'ordre dans ses idées. Le salon de thé était assez bruyant, ce qu'elle a beaucoup de difficultés à supporter. Du bruit, du monde, alors qu'elle a du mal à se concentrer et qu'elle avait déjà fait beaucoup d'efforts pendant le Scrabble. La sentant mal à l'aise et désireux d'éviter un moment récurrent de désespoir et d'angoisse, Robert met une musique qu'elle aime. L'application ayant envoyé un rappel pour prendre les médicaments, il les apporte à son épouse avec une infusion bien chaude et parfumée avant de s'asseoir à côté d'elle dans le canapé. Monique somnole pendant qu'il lit tranquillement son journal. Peu de temps après son réveil, elle prend l'appel de leur fille qui appelle plusieurs fois par semaine sur le fixe puisque dans la campagne, il n'y a pas toujours de réseau. Enchantée par sa journée, Monique lui confirme ses exploits au Scrabble et en rajoute même un peu, mais Robert est trop content pour le lui signaler. Claire a du mal à voir sa mère décliner et préfère s'en tenir à de bonnes interactions à distance plutôt que de s'effondrer devant elle. L'application Memontop lui permet d'être au courant de l'emploi du temps de la journée et de parler d'un ton léger. Les relations sont donc au beau fixe. Songeant à l'oubli des médicaments, Robert songe qu'heureusement que le réseau n'a pas raison de Memontop. Et revenons au principe de la WCAG, c'est un petit peu un leitmotiv chez moi. Et il y a la notion de robustesse. On en a beaucoup parlé. Une application, la notion de robustesse veut dire en fait qu'une application doit être compatible avec les outils d'assistance. Mais en tant que développeuse, en fait, moi, quand j'ai lu robustesse, j'ai pas pu m'empêcher d'associer à d'autres challenges qu'on va devoir relever, notamment quand on pense à l'histoire de Monique et Robert, des problèmes de réseau, parce que Monique et Robert habitent à la campagne, mais en fait, comme beaucoup de personnes. Et puis, comme beaucoup de personnes âgées n'ont pas forcément le meilleur forfait Internet. On va devoir savoir gérer correctement le mode offline pour leur offrir une expérience qui soit la meilleure possible. Un autre challenge qui va nous concerner et qui aura un impact sur la robustesse de l'application, c'est la notion de plantage, de bug, de crash. Les conséquences psychologiques pour une personne avec un handicap cognitif sont très importantes. Et de manière générale, une personne non technophile, les vieux, vont avoir tendance à rejeter la technologie dès qu'il y a des bugs, pensant que c'est de leur faute ou se sentant coupable en fait de ne pas savoir maîtriser cet outil. Du coup, la qualité va être vraiment très importante pour nous. On va devoir tester suffisamment, même tester beaucoup, tester sur beaucoup de devices, etc. Ça fait partie des prochains challenges qu'on aura à relever dans l'entreprise. Monique va donc se laver pendant que le dîner mijote. Robert croise les doigts pour qu'elle ne tombe pas dans la douche. Il a équipé la cabine de bandes antidérapantes et d'une rampe, mais il n'est jamais tranquille. 3 jours auparavant, Monique avait oublié de se rincer et était ressortie avec plein de mousse dans les cheveux. S'en était suivi une franche rigolade. C'était encore le meilleur moyen pour ne pas culpabiliser sa femme et lui causer plus d'angoisse. Aujourd'hui, pourtant, tout se passe bien. Après le dîner, le couple s'installe dans le canapé avec le classeur de photos.
Robert regarde le visage de Monique se détendre complètement en feuilletant les photos envoyées par leurs proches, accompagnées de petits mots pleins d'affection. Inutile de sortir l'arbre généalogique aujourd'hui, la journée a déjà été longue. Donc, comme je vous en ai déjà parlé en début de talk, avec Mementop La Gazette, nous avons ajouté plusieurs supports. Donc, le premier, c'est un classeur photo qui va permettre de stocker toutes les photos qui ont été rassemblées au fil des semaines. Et elles peuvent également être affichées sur des supports dédiés. Nous proposons également une planche magnétique qui représente un arbre qui est dédié à la généalogie. Donc, chaque proche aura son petit magnète le représentant avec son prénom, son nom, son année de naissance. Et une connexion avec l'application va permettre de plus d'avoir des informations sur chacun avec d'autres photos, des données, etc. Donc, tout ceci constitue un élément très rassurant et c'est un facteur de lien social. Allez, on en finit avec cette journée? Tout à fait. Après un petit exercice de yoga qui a été suggéré dans un numéro de la Gazette et qui fait à présent entièrement partie du rituel du soir, le couple se couche. Robert espère que les activités de la journée ont suffisamment occupé Monique. Lorsque cela est le cas et qu'elle se couche de bonne humeur et apaisée comme c'est le cas ce soir, il peut espérer une nuit calme. Et il en a bien besoin, il est épuisé. Il s'endort, le sourire aux lèvres. Donc ici, nous avons le cas d'un malade d'Alzheimer. Ça concerne 1,4 million de Français qui ont une maladie neuroévolutive. Et comme en moyenne, il y a 3,5 aidants par personne malade en France, finalement, ça touche plus de 3 millions de personnes, puisqu'il y a des aidants s'occupent de plusieurs aidés. En 2050, on estime qu'en Europe, il y aura 30% des personnes âgées qui ont plus de 60 ans, et qu'il y a aujourd'hui déjà 60 millions de malades dans le monde. Et aujourd'hui, il n'y a absolument aucun traitement médicamenteux. Donc, toutes les thérapies qui sont non médicamenteuses sont un énorme espoir pour tous ces patients et pour tous ces aidants. D'autant plus qu'ici, l'histoire que nous vous avons racontée à travers Monique et Robert, c'est vraiment un cas idéal. Parce que Robert, il reste calme, il est là tout le temps, il se dédie à sa femme. Mais quand le conjoint n'est pas là, ou que les enfants assument en parallèle leur vie, avec leur job, leur famille, lorsque le proche doit emménager dans le domicile de ses enfants, comment est-ce qu'on peut gérer la fatigue mentale, la fatigue physique, rester concentré, l'absentéisme au boulot, le sentiment d'isolement, parce que inévitablement, sa propre vie sociale est mise de côté, le stress ou encore l'irritabilité. Donc, il est vraiment important d'animer la mémoire pour lutter contre la maladie, retarder les symptômes. Et avec le temps, ce sont les souvenirs les plus élémentaires qui font défaut. Et progressivement, le patient ne va plus trop savoir comment manger, comment s'habiller, comment se comporter dans la vie quotidienne. Donc, ce que nous voulons faire pour la suite à travers tout ce que nous faisons chez Smart Macadam, c'est préserver les repères, l'identité personnelle, l'estime de soi des aidés, et d'accompagner les aidés, mais aussi les aidants au quotidien. Donc, en tant que start-up de recherche, nous souhaitons également travailler sur différents sujets. Donc, à travers les jeux, nous voulons pouvoir stimuler véritablement les fonctions cognitives, tout en cherchant à préserver l'identité personnelle stable, en valorisant le patient, et tout ceci en cherchant à obtenir un transfert des capacités qui sont travaillées dans les jeux, mais dans les situations de la vie quotidienne, puisque finalement, qu'ils aient des bons résultats dans les jeux, c'est bien, mais qu'ils soient vraiment autonomes au quotidien, c'est encore mieux. Et ça, c'est un challenge de taille, puisque aujourd'hui, dans le monde, personne ne l'a encore réussi. Nous souhaitons aussi surveiller différents marqueurs en faisant notamment de l'intelligence artificielle, donc voir des marqueurs de dénutrition, de sociabilisation, de chute, des marqueurs d'autonomie et encore bien d'autres. Et enfin, nous favorisons le sport puisque les études montrent qu'associer activité physique et activité cognitive est plus efficace. Je vous ai partagé tout à l'heure les challenges techniques que nous avions. Un autre challenge technique de taille qui nous attend, c'est de savoir faire évoluer l'application en fonction de l'évolution de la maladie. Et ensuite, on sait très bien qu'à certains stades de la maladie, l'application mobile, ça ne fonctionnera plus puisque Monique oubliera de charger son téléphone. On devra passer sur d'autres dispositifs, d'autres moyens, le vocal, les robots, tout reste encore à écrire. Dans ce premier épisode, on a choisi de mettre en avant l'accessibilité dans le quotidien de Monique et Robert. Pourquoi? Parce que c'est un peu les découvertes que l'on fait lors de la conception et qu'on a pris en compte l'accessibilité dès la conception.
Et en fait, je n'ai pas arrêté de vous le dire également, en suivant ces règles, l'UX de notre application s'est grandement amélioré, que ce soit pour des personnes avec handicap, sans handicap, jeunes ou âgés. Ça nous a souvent frappé de nous dire, en fait, elle est beaucoup mieux l'application, même pour moi, je la trouve vachement plus claire. On vous incite du coup à faire la même chose. Franchement, en tant que développeuse, ça m'a vraiment changé la vie. Si vous voulez suivre aussi nos aventures, le prochain rendez-vous, c'est le 22 octobre où notre cher CEO, Laurent Maury, parlera lors d'un TED Talk à Nantes. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode dans la vie de Monique Robert. On espère pouvoir vous partager la suite de nos découvertes, la suite de nos challenges. Merci de votre attention et on est disponible maintenant sur les tables ou sur Twitter pour répondre à vos questions. Attendez, vous avez déjà des questions et vous avez 9 minutes pour les répondre. Dans 9 minutes, on passe à les talks suivants. Donc, si tu vas dans l'onglet Q&A à droite, tu verras, vous avez 7 ou 8 questions. Donc, je vous laisse répondre et après, on clôture. Je vais lire les questions, du coup. Alors, Sébastien, tu demandes des recommandations sur les polices d'écriture à utiliser. Alors, je ne suis pas designeuse, donc je sais que c'est tout un sujet, les polices d'écriture. Donc, à part te dire d'avoir un espace entre les lettres suffisant et d'avoir quelque chose assez lisible, parce qu'il y a certaines polices où les A ne ressemblent pas vraiment à des A. Et sur d'autres lettres, je n'ai pas forcément plus de recommandations, ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais je pourrais me renseigner si tu veux. Alors, Thierry, l'usage de VoiceOver nécessite-t-il de former la personne à son usage ou bien est-ce assez intuitif à prendre en main avec juste quelques indications initiales? J'ai réussi. Je pense que dans l'équipe, du coup, tous les développeurs, on a appris à s'en servir. Alors, c'est sûr que ça nécessite d'avoir aussi un petit peu d'aide. Alors, on a la chance, entre guillemets, notre CEO utilise VoiceOver puisqu'il est malvoyant, donc il nous donne pas mal de directives, mais je pense qu'avec les directives qu'on vous a partagées aujourd'hui, ça fait déjà une bonne base et surtout, n'hésitez pas à venir demander de l'aide, soit sur Twitter, soit auprès de moi ou auprès de la communauté. Outre les usages smartphone, quelles sont les possibilités pour améliorer l'usage des outils VoiceOver pour un site web plus classique, des pointeurs à nous conseiller? Le web, ce n'est pas du tout mon domaine. Tu pourras demander à Emmanuel Demey, je pense que tu connais. Quand tu dis vieux, Fanny, c'est à partir de quel âge? Alors, ce n'est pas du tout négatif quand j'utilise le terme vieux. Au contraire, en fait. Donc, je ne dirais pas à partir de quel âge je me voudrais vexer personne. Application native, oui, notamment liée pour être au plus près, justement, pour bien maîtriser l'accessibilité, pour bien gérer l'offline. On pense qu'on aura certaines contraintes de devoir mettre à jour l'application dès qu'on chope le réseau, automatiquement, en fait, récupérer les informations qui ont changé. Et donc, on pense que ça va être assez compliqué de le faire en non natif, en progressive web app ou autre. Version tablette ou uniquement smartphone? On pense smartphone, ça marchera sur tablette, mais on pense beaucoup smartphone. Existe-t-il des projets qui soient ouverts aux contributions publiques? Pas à ma connaissance. Julie, tu as... Non, après, on est partant de tout conseil, de toute suggestion. Enfin, on est toujours partant, mais il n'y a pas de choses formellement ouvertes. Et enfin, Yannick, dans la démo VoiceOver, j'ai l'impression qu'à la fin, tu cliques sur le bouton « Créer ». Désolée si ce n'est pas le cas. Est-ce un réflexe? Car tu le vois à l'écran, aurais-tu pu cliquer dessus sans savoir où il est? Alors, j'aurais pu aller de droite à gauche pour pouvoir aller jusqu'au bouton plus. Mais en fait, je voulais vous montrer que soit on navigue de droite à gauche, quand notamment c'est une personne complètement aveugle, c'est comme ça qu'elle va utiliser l'application. Par contre, une personne qui est malvoyante va pouvoir distinguer le bouton et cliquer dessus. Donc, c'était pour vous montrer qu'on peut soit taper directement sur un élément, soit faire droite-gauche pour passer d'un élément à un autre. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci encore pour votre talk. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était super de vous savoir. Merci beaucoup. Et vous avez 5 petites minutes pour discuter sur les tables avant de passer sur les talks de Tug. Merci encore. Merci. N'hésitez pas à mettre du feedback sur Open Feedback, on regardera aussi.